Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Kraken. Et cette fois-ci, on commence avec l'affaire Ascendex. Précédemment, ZachXBT avait publié des messages indiquant que les portefeuilles de la plateforme d'échange semblaient se vider à une vitesse alarmante. Et littéralement, le jour d'après le dernier JT, la plateforme a annoncé sa fermeture définitive. D'après eux, c'est à cause de l'entrée en vigueur de Mika, mais vu leur portefeuille, Mika semble surtout être une excuse pratique pour fermer. Et évidemment, les malheureux qui avaient encore des fonds dessus vont devoir faire la demande pour se les faire virer manuellement après 36 procédures de vérification d'identité différentes, exactement comme BitGrail en 2018. En plus, ils vous disent de vous connecter pour faire la demande de retrait, sauf que la page de login donne sur une erreur 404. C'est donc un peu compliqué. Ensuite, en ce qui concerne Polymarket, cette fois-ci, l'info nous touche directement puisque l'Autorité nationale des jeux vient de déclencher le blocage administratif du site en France. C'est-à-dire que désormais, tous les fournisseurs d'accès Internet français bloquent l'accès à ce site d'une façon ou d'une autre, généralement par blocage DNS. Ce qui n'a absolument aucun effet sur moi parce que je n'utilise pas les DNS de mon fournisseur d'accès Internet. Mais évidemment, je ne recommanderais à personne d'aller changer ses paramètres DNS et d'utiliser un DNS non censuré, parce que c'est très dangereux d'aller sur Polymarket. Ou au minimum pas très intéressant à mon avis, vu toutes les carbistouilles et la poudre de perlimpinpin qu'il y a sur ce site. En matière de crime maintenant, de façon plus générale, on a appris il y a quelques jours qu'un certain Zaire Wilkins a été arrêté en Floride car il fait partie d'un réseau de diffusion de virus informatiques assez original. Le modus operandi du groupe consiste en effet à publier des jeux sur Steam, essentiellement gratuits pour maximiser le nombre de victimes, et insérer dans ces jeux des virus destinés à piquer de la crypto aux victimes. Avec un peu de publicité sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les gamers, ce réseau a réussi à vider 80 portefeuilles crypto comprenant au moins 220 000 $ entre mai 2024 et février 2026. Pas sûr que le calcul soit très intelligent vu le salaire moyen aux États-Unis et le risque de partir en prison quand on fait ça, mais c'est ce que Zaire Wilkins a choisi et il va en payer le prix. Ce n'est pas le seul à s'être fait pincer récemment puisqu'il y a quelques temps, Interpol avait lancé son opération baptisée First Light 2026 dont elle a annoncé les résultats jeudi dernier. À travers 97 pays et territoires, cette opération leur a permis d'arrêter plus de 5800 personnes et saisir 293 millions de $ dérobés à plus de 142 000 victimes. Un gigantesque coup de filet destiné à frapper les réseaux d'arnaque, de fraude et de blanchiment d'argent. Brouteurs, maîtres chanteurs, usurpateurs d'identité et faux conseillers en investissement se sont tous fait avoir. Dans le lot, il y avait même des criminels situés en Eswatini qui avaient fait une réplique de station de police brésilienne pour tromper les Brésiliens avec des appels vidéo. Et vous vous en doutez, quel que soit le type de crime, les coupables passaient souvent par la crypto pour tenter de blanchir leur argent, ce qui n'a pas très bien marché puisqu'ils ont été retrouvés. Cela dit, ce ne sont que des criminels ordinaires, pour ainsi dire. Il y en a d'autres qui sont nettement plus difficiles à arrêter et ce sont les Nord-Coréens. La célèbre société Consensus, propriétaire notamment du portefeuille MetaMask, a révélé avoir été piégée par un des sbires de Kim Jong-un. Conformément à leur méthode habituelle, celui-ci s'était fait passer pour un Européen au nom parfaitement anglais de Tyler Knapp avec un pseudo GitHub qui fait référence à Yu-Gi-Oh! Et une fois chez Consensus, il a évité de se faire remarquer pendant un mois en attendant de pouvoir activer sa carte piège. Mais par chance, il a été repéré avant de pouvoir y insérer quoi que ce soit de dangereux. Son accès a déjà été révoqué, donc a priori plus de peur que de mal, mais c'est un exemple de plus qui montre l'importance des procédures de vérification d'identité pour les entreprises liées à la crypto. Et peut-être aussi d'une certaine manière l'utilité du travail en présentiel. Je ne suis pas tout à fait au courant des pratiques de leurs services secrets, mais il me semble qu'il y a assez peu de Coréens qui ont le droit de sortir du pays et leurs développeurs n'en font probablement pas partie. En tout cas, c'est le moment de vous faire part du message de notre sponsor du jour, parce que jusqu'au 31 juillet, sur Kraken, une opération spéciale est en cours. Comme leur site est toujours disponible pour nous parce qu'ils ont une licence Mika depuis un bon moment, ils vous offrent, si vous déposez vos actifs chez eux, la chance de participer à un tirage au sort pour gagner 1 million €. Chaque euro déposé sur la plateforme correspond à une chance de gagner et pour participer, il suffit littéralement de créer un compte et de déposer vos fonds. Et si vous avez vraiment très envie de gagner, il y a une limite maximale de dépôt par utilisateur de 4 milliards €. Et bien sûr, peu importe la quantité de fonds déposés, vous pourrez profiter de tous les services disponibles sur Kraken, du trading spot ou sur marge, des produits dérivés, de l'épargne, etc. Donc si cette loterie vous intéresse mais que vous n'avez pas de compte Kraken, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation en description pour en créer un. Et maintenant, retour aux infos avec un mouvement qui peut paraître négligeable mais qui pourrait marquer le début d'un renversement de tendance. Je veux parler bien sûr de la capitalisation totale des monnaies stables qui semble commencer à chuter. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, à partir de 2020, il y a une augmentation incroyable qui a plafonné jusqu'à mai 2022. Il y a eu le crash Terra Luna qui a éclaté le marché crypto, puis leurs capitalisations cumulées ont rechuté jusqu'en novembre 2023. Donc pendant 1 an et demi exactement, avant de recommencer à s'envoler jusqu'à cette année. Et là, fin mai 2026, on a atteint ce qui semble être un pic de capitalisation et pour la première fois depuis 2022, les monnaies stables ont perdu 3% de leur capitalisation totale en 2 mois. Ce n'est franchement pas énorme, mais c'est moins la taille actuelle du mouvement que sa nouvelle direction qui est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, les monnaies stables sont un pilier essentiel des marchés crypto.
Leur capitalisation totale représente une bonne partie des liquidités présentes sur les marchés, donc si elle commence à diminuer et que ce phénomène continue pendant longtemps, ça indique que la volatilité aura tendance à augmenter. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste souvent accompagné d'autres mauvaises choses comme une baisse d'intérêt des investisseurs. Maintenant, il y a deux éléments à garder à l'esprit. Le premier, c'est que ça n'est qu'un seul point de données, donc à partir de là, c'est un peu compliqué de tirer une conclusion définitive. Et le deuxième, c'est qu'au moment du crash Terra Luna, le Bitcoin avait déjà perdu les 2/3 de sa valeur depuis le sommet de fin 2021. Par la suite, il a encore baissé d'un peu moins de la moitié, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à remonter bien avant les stablecoins en fait. Il était déjà de retour à son niveau de prix de mai 2022 en novembre 2023, au moment où les stablecoins venaient tout juste d'atteindre le fond du trou. Donc même si les monnaies stables en circulation continuaient de disparaître, ça ne serait pas forcément quelque chose de dramatique pour le reste du marché crypto. Surtout que la condition de la crypto vis-à-vis de la société en général n'est pas du tout la même qu'à l'époque, et les monnaies stables en particulier continuent de gagner du terrain avec chaque jour qui passe. Par exemple, l'USDT a beau avoir vu sa quantité en circulation diminuer de quelques milliards, Tether a publié ce lundi un communiqué de presse indiquant que Hyundai, le célèbre constructeur automobile sud-coréen, a utilisé l'USDT pour transférer de l'argent entre deux de ses filiales à travers le réseau Avalanche. Alors que le processus classique prenait au minimum 3-4 heures en passant par des banques avec un virement urgent, cette fois-ci, il leur a suffi de 7 minutes pour convertir 20 000 $ en USDT, transférer ça vers l'autre filiale et le reconvertir en dollars. Avec pendant ces différentes étapes plusieurs vérifications obligatoires et autres processus comptables qui les ont ralentis. Et ce n'est apparemment que la première phase du projet. Par ailleurs, et c'est encore plus surprenant, la Bolivie aurait récemment étudié l'idée de légaliser l'utilisation de l'USDT parallèlement à leur monnaie officielle parce qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de vrais dollars entre les mains. Ce pays d'Amérique latine, très apprécié des parlementaires français pour sa capacité de production de farine magique, avait eu besoin en 1987 de stabiliser une économie dans la tourmente. À cette époque, ils ont créé une nouvelle monnaie baptisée Boliviano pour remplacer leur ancien peso boliviano dont la valeur s'était effondrée. Et le Boliviano a une petite particularité. En plus d'être échangeable à un taux fixe avec les anciens pesos, en 1995, il est aussi devenu échangeable avec le dollar américain à un taux variable fixé par la Banque centrale. C'était expliqué de manière un peu plus générique dans la loi d'origine, mais on en retrouve des traces un peu plus tard dans les communiqués de presse de la Banque centrale bolivienne. En 2011, par exemple, ils expliquaient la dernière modification du taux d'échange comme un moyen de lutter contre l'inflation d'origine extérieure causée par l'augmentation des prix des matériaux bruts et l'omniprésence du dollar. En tout cas, ce système semble avoir au moins vaguement satisfait les exigences de la Banque centrale bolivienne jusqu'à ce qu'il commence à manquer de dollars américains en 2023. Forcément, quand il n'y avait plus aucun dollar dans le pays, c'était vachement plus difficile d'échanger des bolivianos contre des dollars. Et donc, fin juin 2026, ils ont fini par abandonner le système de taux de change fixé par la Banque centrale et laisser les marchés financiers se débrouiller avec. En conséquence, leur monnaie a immédiatement perdu une bonne partie de sa valeur. Ce qui a produit un graphique du taux d'échange dollar-boliviano surprenant quand c'est une bougie par période de 12 mois et comique quand c'est une bougie par jour. C'est dans ce contexte que leur ministre des Finances a annoncé dans une conférence de presse du 10 juillet qu'ils ont annoncé être en train de réfléchir à l'incorporation de l'USDT dans leur système de paiement. Mais pas juste comme monnaie d'échange à travers la Banque centrale, directement comme monnaie semi-officielle, si on peut dire ainsi, qui serait utilisable partout. En rappelant toutefois dans son discours que la Bolivie est déjà sur la liste grise du Gafi, que leur pays est surveillé pour ces histoires de blanchiment d'argent et qu'ils devront faire très attention pour éviter des problèmes de ce côté. Tout ça pour dire que malgré la légère baisse récente de la quantité de monnaie stable en circulation, mine de rien, elle continue quand même de progresser à différents niveaux de la société et dans différents pays. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous rappelle juste que notre lien d'affiliation Kraken est en description si ça peut vous être utile. Bonne fin de journée et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.